Et notre invité café qui est ce matin le PDG d'Air Tahiti Nui, Michel Monvoisin. Bonjour. Bonjour Ibrahim. Alors, merci de revenir nous voir. Vous êtes désormais un habitué de ce rendez-vous, mais en même temps, c'est l'actualité qui le veut. Le 2 mai, un des avions de la flotte d'Air Tahiti Nui va de nouveau rallier les États-Unis à Papeete. Alors, vous vous dites, ça y est, c'est bien plus qu'un coin de ciel bleu, c'est presque le bout du tunnel pour votre compagnie? Vous savez, on reste prudent malgré tout, puisqu'on a quand même déjà été pas mal échaudé, mais oui, c'est une bonne chose. Réouverture des États-Unis, il ne faut pas oublier que l'Amérique du Nord, c'est notre premier marché. Donc c'est un premier pas, on va dire, et c'est effectivement une éclaircie dans notre ciel. Alors une reprise qui se fera sous haute surveillance sanitaire avec un protocole très strict autour de la vaccination, comme le rappelait le président Édouard Fritsch jeudi dernier. On l'écoute. Nous mettrons en place de nouveaux protocoles à compter du 1er mai. Avant le départ, des personnes qui voudront venir en Polynésie française, et comme actuellement, pour tout voyageur, un test RT-PCR négatif sera exigé dans les 3 jours avant le départ. C'est le fameux test à J-3. Au travers de la plateforme d'enregistrement ETIS, il faudra qu'ils continuent à déclarer leur itinéraire, leurs contacts, nous permettre d'identifier, de tracer et de les isoler si nécessaire. Donc ces informations sont indispensables. Le président Édouard Fritsch jeudi dernier. Alors ces conditions strictes, elles ne pouvaient pas s'appliquer vis-à-vis du touriste européen, j'allais dire? Écoutez, je ne sais pas si ça m'appartient de répondre. Bon, effectivement, d'abord, il faut saluer la ténacité du président Fritsch. Il faut savoir qu'il s'est battu pour qu'on réouvre au 1er mai. Il a obtenu gain de cause, il s'est déplacé 2 jours pour aller voir les autres autorités, plus hautes autorités de l'État, dont le président Macron. Aujourd'hui, on en bénéficie quand même quelque part. Bon, maintenant, effectivement, on aurait espéré avoir également la France et l'Europe. Après, il faut être réaliste quand même. La France a dépassé les 100 000 morts. Bon, on peut comprendre effectivement qu'il y ait un peu d'appréhension. Le président est dans son rôle, parce qu'il doit aussi également, il est partagé entre le fait, effectivement, il a le souci de protéger la population, mais également le souci de l'économie. Aujourd'hui, n'oubliez pas quand même parce qu'on parle d'Air Tahiti Nui, mais derrière Air Tahiti Nui, il y a toute l'industrie touristique. L'industrie touristique, c'est quand même plus de 20 000 emplois. C'est notre première ressource, c'est la première industrie du pays. Et c'est 17% du PIB en direct, mais alors je sais que certains pensent que c'est que 17%, mais non, derrière, il y a effectivement toutes les conséquences indirectes. Je veux dire, les employés du tourisme dépensent dans les magasins. Ouais. Il y a un effet domino au travers du tourisme dans l'économie, ça il ne faut pas l'oublier. Donc il était important de relancer la machine, et la machine elle ne va pas se relancer toute seule. Alors, en arrivant en métropole, les ressortissants de certains pays où sévit le variant seront soumis à des contrôles renforcés. On pense notamment au Brésil ou encore à la Guyane. Écoutez notre confrère d'Outre-mer La Première, Gervais Nietzsche, là-dessus. Jusqu'à présent, les voyageurs qui arrivaient d'une destination hors Union européenne devaient s'engager sur l'honneur à s'isoler. Ceux qui viennent du Brésil, d'Argentine, du Chili et d'Afrique du Sud devront dorénavant signaler leur lieu de quarantaine afin d'être contrôlés par la police ou la gendarmerie. Les amendes seront renforcées. Même chose pour la Guyane, qui possède 700 km de frontière avec le Brésil et où plus de 80% des cas de Covid sont dus au variant brésilien. Un confinement imposé, réclamé depuis plusieurs semaines, notamment par des professionnels de santé, et qui a fait ses preuves dans de nombreux pays, en Israël, en Australie ou en Chine. Mais une première pour l'Hexagone. Il faut dire que l'enjeu est énorme pour l'exécutif, tant sur le plan sanitaire que politique. Ne pas laisser se propager ces variants, plus contagieux et plus dangereux, alors que la situation épidémique se stabilise sur le territoire national, selon le Premier ministre, et alors qu'Emmanuel Macron a promis de commencer tout doucement à rouvrir le pays dans un mois. Alors, un voyageur qui part de Tahiti et qui atterrit à Orly ou à Roissy-Charles de Gaulle, alors il faut déjà qu'il ait une raison impérieuse, on dira, mais ensuite, c'est quoi son parcours ? Écoutez, c'est toujours le même, ça n'a pas évolué, ça ne change pas au 1er mai. Il a besoin d'un motif impérieux, donc il y a une procédure où il se connecte sur le site du Haut-Commissariat et une réponse lui est apportée.
Mais après, il n'y a pas de protocole aussi strict pour entrer en métropole que nous avons effectivement imposé pour entrer en Polynésie. Alors, d'ailleurs, nos protocoles à nous fonctionnent bien. Je vous ferai remarquer, ce n'est pas les touristes qui nous ont amené le Covid, il faut le rappeler. Bon, après, peut-être que le fait qu'on soit une île, c'est plus facile avec un seul aéroport international, mais c'est vrai qu'en métropole, les conditions d'accès sont quand même plus souples qu'à l'inverse. Un passeport médical, ça devient de plus en plus logique, selon vous ? Ben, bien entendu, aujourd'hui, pour reprendre pleinement, et on le sait, pour reprendre pleinement le transport international aura besoin, le passeport médical, le passeport sanitaire nous semble effectivement la solution, à condition aussi qu'il y ait des normes, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs tentatives un peu de partout. Oui. Après, il faut que les grands pays se mettent d'accord qu'il n'y ait qu'une seule norme, parce que le problème, c'est que le voyageur, il est complètement perdu aujourd'hui. Il sait plus ce qu'il a le droit de faire, il peut partir, il peut pas partir, dans quelles conditions il peut partir, qu'est-ce qu'on va lui demander à l'arrivée. Aujourd'hui, c'est très flou. Et ça, c'est un frein important au voyage également. Alors, d'autres compagnies, Air Caraïbes ou French Bee, durement frappées également par la crise, espèrent aussi une aide de l'État. Écoutez leur PDG, Marc Rocher. Nous aurions souhaité, je le dis franchement, que l'État, comme il l'a fait par exemple pour les remontées mécaniques dans les stations de sport d'hiver, prenne l'initiative, avec des paramètres qui sont à définir, d'aider tout le monde en disant, ben voilà, en fonction de votre chiffre d'affaires, de vos nombres d'avions, de vos routes, de votre personnel, voilà la règle que j'utilise pour aider le transport aérien français qui en a bien besoin. Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. D'autres compagnies, je pense à Air France, je pense à Corsair, je pense à Air Austral, ont bénéficié d'aides assez importantes. Nous avons bénéficié que de ce qui est applicable à toutes les entreprises en France, comme par exemple l'activité partielle ou le report de certaines taxes et redevances, je dis bien report et non pas annulation. Et donc aujourd'hui, nous demandons à l'État de nous aider à nous relever, de nous aider à repartir, de nous aider à nous développer. Marc Rocher, le PDG d'Air Caraïbes et French Bee, au micro de nos confrères d'Outre-mer La Première. Vous vous retrouvez un peu à travers les propos de Marc Rocher. Vous demandez la même chose à l'État ? Je crois que l'État, et on a eu des messages en ce sens, l'État a dit qu'il regarderait chaque situation individuellement, ce qui paraît logique, parce que nous n'avons pas, lui vient de s'exprimer. Bon, nous, contrairement à lui, nous n'avons pas été aidés sur le chômage partiel, donc vous voyez, il y a déjà une différence entre French Bee et nous. Donc d'une compagnie à l'autre, je crois que l'État est là pour nous écouter. Enfin, en tout cas, nous, pour Air Tahiti Nui, on a des dossiers en cours. On a un dossier en cours avec l'État. Il y a une instruction, c'est normal, parce qu'en fait, après, une fois que les politiques se sont exprimées, ça a été le cas de M. Bruno Le Maire, d'ailleurs. Il faut saluer également, non seulement depuis le voyage de notre président en métropole, et depuis sa rencontre avec le président Macron, ensuite notre sénateur Tevaro Fritsch est intervenu à la tribune du Sénat. M. Bruno Le Maire a pris des engagements, et c'est vrai que depuis, maintenant nous sommes en relation avec les techniciens, parce qu'en fait le politique s'exprime, mais derrière, il faut instruire le dossier. Et là, on a affaire aux techniciens. Donc chaque dossier est en cours, puisqu'ils vont l'analyser différemment. Maintenant, effectivement, je comprends la position de M. Rocher, puisque lui, c'est concurrent direct. Et bon, là, les annonces qui sont faites à l'été, c'est que sur les Caraïbes et sur l'océan Indien notamment, l'été va être chaud dans le sens où si ça se réouvre, la concurrence va être très rude. Puisque tout le monde, Air France a annoncé une augmentation de capacité, Corsair également. Donc, il y a une bataille qui s'annonce un peu chaude. Vous souhaitez combien de la part de l'État, très concrètement, pour vous aider ? Non, on n'a pas défini un chiffre précis, on a défini un panel de solutions qui va effectivement d'aide spécifique. Ça peut être des subventions, ça peut être des abandons de créances sur les PGE, ça peut être une augmentation de capital. Il y a un panel assez large. Nous en discutons avec les techniciens. Le dossier, on fait avancer le dossier, on verra ce qu'il en ressortira. En ce moment, on est dans l'échange, donc il y a pas de solution ni de montant spécifiquement arbitraire. Okay. Le ciel européen devrait rouvrir avant la fin du mois de juin. En principe, ça va suffire pour retrouver de la visibilité pour vous ? La visibilité, tout le monde l'attend d'abord, parce qu'en fait, et en premier lieu, ce qu'on ressent, parce qu'il faut pas oublier, encore une fois, je vous le disais en introduction, c'est pas que Air Tahiti Nui, c'est toute l'industrie touristique, et dans l'industrie touristique, il y a tous ceux qui nous vendent, notamment les tour opérateurs, et les tour opérateurs ont besoin d'être assurés aujourd'hui, ils nous le disent. Là, ils sont un peu dans le flou, puisqu'ils ne savent pas
Ils ne savent pas quoi dire à leurs clients, ils ne savent pas quoi vendre et quand le vendre. On ne sait pas quand ça va rouvrir et dans quelles conditions. Ce qu'ils demandent, c'est vraiment de la visibilité. Si c'est en juin, c'est en juin. Si c'est au 1er juillet, c'est au 1er juillet. Parce qu'en fait, on sait très bien que les touristes achètent en général 2 à 3 mois à l'avance. Donc ils sont prêts à vendre. Le problème, c'est que si on n'arrive pas à fixer une date d'ouverture et des conditions, ces tour opérateurs, en fait, ils ont besoin de vendre, ils ont besoin de vivre également. Donc ils vont vendre d'autres destinations qui, elles, ont déjà annoncé les conditions. Moi, je pense aux Seychelles, je pense aux Maldives. Donc, le risque qu'on a, c'est que sur l'Europe, et notamment sur la France, qui est quand même le deuxième marché, on risque de perdre effectivement la haute saison, parce que par manque de visibilité, par manque de clarification des conditions, des dates et des conditions. C'est ce qu'on demande précisément aujourd'hui. Alors, pour en revenir donc à la reprise avec les États-Unis, concrètement, donc, si on récapitule, vous reprenez le 2 mai, c'est ça? Le calendrier, c'est quoi ensuite? Écoute, à partir du 2 mai, effectivement, on reprend les vols sur Los Angeles. Effectivement, on a perdu un petit peu de temps par rapport aux annonces. Donc, c'est ce que je vous disais précédemment. Donc, il y a des touristes qui se sont détournés sur d'autres destinations, mais on commence quand même. Les premiers vols sont plutôt bien remplis. Donc, on commence avec 3 vols par semaine et on va monter à 4, très probablement, dès qu'on pourra. C'est quand même encourageant, parce que sur le mois de mai, nous avons un taux de remplissage au départ de Los Angeles qui est assez intéressant. De quel ordre à peu près? Écoutez, on a des vols qui sont pratiquement pleins. Le premier, il est plein. Et ensuite, on a des vols autour de 80% de remplissage, bien entendu. Alors, pour finir, le ciel asiatique, ce n'est pas d'actualité. De toute façon, les Asiatiques ont décidé de s'enfermer, j'allais dire, à double tour. Le Japon, par exemple, l'a dit et répété, il ne veut accueillir aucun supporter étranger lors des prochains Jeux Olympiques de Tokyo dans quelques mois. La Nouvelle-Zélande ou Hawaï, ça donne quoi? Alors, Hawaï, c'est les États-Unis. Mais Hawaï, il y a des protocoles un peu spécifiques. Donc, on voit que Hawaï est en train de s'ouvrir très fortement au continent nord-américain. J'ai vu qu'ils rajoutent beaucoup de vols. Sur le Japon, comme vous l'avez dit, ils ont sacrifié non seulement les Jeux Olympiques, mais les Paralympiques également. Il n'y aura pas de spectateurs sur les Paralympiques, c'est dans la foulée, c'est en septembre. Donc, effectivement, on a beaucoup d'interrogations sur le Japon. On pense qu'il ne va pas s'ouvrir avant la fin de l'année, puisque je crois qu'ils n'ont pas démarré la vaccination encore. Donc, on se fait de moins en moins d'illusions sur l'exercice 2021 sur le Japon. Merci beaucoup, Michel Monvoisin, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je vous dis à bientôt, peut-être pour l'ouverture du ciel européen. Merci, Ibrahim. À bientôt.